Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo assez particulière. Je réponds à vos questions et effectivement, comme je l'avais dit sur Telegram, sur Discord ou également sur YouTube, à l'occasion de l'upload de la 100e vidéo de la chaîne, je vais me prêter à un jeu que je n'apprécie pas forcément parce que j'aime bien... je trouve que parler de moi, c'est pas tellement intéressant et qu'il y a des sujets beaucoup plus intéressants, y compris la météo. Mais bon, vous avez été certains à me poser des questions, donc j'ai décidé de répondre à ces questions. Donc, on va diviser les questions en plusieurs parties. Dans cette première partie, je vais parler du perso et du background, parce que j'ai reçu pas mal de questions sur ça, et que visiblement cela vous intéressait. Donc je vais me prêter au jeu des réponses. À titre liminaire, avant de commencer cette vidéo, je n'ai pas préparé les réponses. Donc je vais vous dire exactement ce que je pense. Je les ai juste copié-collé dans un slide. Et je vais y répondre le plus honnêtement et le plus franchement possible à ces questions. Effectivement, vu que le sujet peut ne pas intéresser plusieurs, je vous ai mis une petite vidéo qui va apparaître avec des poupées. Ça sera beaucoup plus intéressant. Et ça vous occupera, ça sera plus intéressant que m'écouter parler de moi. Donc mon parcours et mon background... Alors j'ai un background juridique et financier, c'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce, ce qu'on appelle les grandes écoles de commerce. J'aime pas ce terme, ça fait prétentieux, mais c'est le terme des programmes PGE, ça s'appelle. Ensuite, j'ai travaillé dans une enseigne française qui est assez connue, dans le cadre d'une restructuration qui était un rachat en quelque sorte par l'équipe dirigeante, par le PDG qui avait racheté la société pour la revendre. La société a été revendue il y a 2 ans. Et ensuite, j'ai intégré le fonds d'investissement dans lequel je travaille toujours en tant que ce qu'on appelle un restructuring officer, c'est-à-dire que je m'occupe des rachats d'entreprises et de la restructuration de ces dernières en rôle d'intégrateur, c'est-à-dire que j'intègre la société soit de manière permanente, soit de manière intérimaire jusqu'à trouver un nouveau dirigeant sur la société. Voilà la partie professionnelle. C'était en 2000, je me souviens plus de l'année, mais bon, ça n'a pas d'importance. Vu que c'était un fonds d'investissement anglo-saxon, ces derniers m'ont payé une reprise d'études. J'avais le choix entre faire un MBA et autre chose. Je suis parti sur 2 ans de fac de droit. Vu que j'avais un bac+5 en finance, je pouvais intégrer directement une fac de droit en Master 1, 4e année. J'ai intégré la faculté de l'Université Paris 2 à Assas, où j'ai suivi un master droit des affaires que j'ai complété par un master 2 droit des affaires et fiscalité. J'ai toujours préféré l'entreprise au cabinet d'avocat. Donc je n'ai jamais voulu travailler dans un cabinet d'avocat. Pourquoi ? Tout simplement par un souci opérationnel. Quand vous êtes dans un cabinet d'avocat, vous ne rencontrez pas les clients, sauf si vous êtes associé, partenaire et tout ça. Quand vous êtes un collab, vous bossez jusqu'à 2h du matin, vous faites des suggestions, mais vous ne savez jamais si ce que vous avez recommandé est bien ou non. Et tandis que dans l'entreprise, et notamment dans le restructuring, s'il y en a qui ont des questions sur ce domaine, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'échanger des tips, d'échanger avec vous, il y a aucun souci, vous me faites un mail et on se pose un call. Tandis que, voilà, pour en revenir sur le restructuring, c'est vraiment de l'opérationnel, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire a un impact et l'impact vous le voyez. Et ça, moi, ça m'a toujours plus intéressé. Donc voilà mon parcours et mon background. École de commerce, où je bossais moyennement. J'avais les notes qui me permettaient de passer à l'année suivante, mais j'étais pas un grand ardu du travail, ça me passionnait pas. Ça se sent d'ailleurs sur les pages de vente. Le marketing, on sent que je n'allais pas trop au cours de marketing. Je trouvais que c'était du pipeau en boîte. Mais voilà, école de commerce, on va dire que c'était... Je n'ai pas affolé les systèmes de notation. Et ensuite, travail et reprise d'études. J'aime pas le terme de reprise d'études, parce qu'une reprise d'études, ça fait genre on a arrêté. Je préfère le terme de poursuite d'études ou spécialisation. C'est un avis personnel. Mais en France, c'est pas très commun. Pour ceux qui se posent des questions également sur ça, si c'est des questions que vous vous posez, n'hésitez pas, je serai heureux d'y répondre parce qu'on ne trouve pas beaucoup de retours d'expérience à ce niveau-là. Quelquefois, on peut se poser la question, est-ce que reprendre des études, c'est utile ou pas ? Je vous ferai un retour entièrement transparent, en vous donnant bien évidemment mon avis, je ne peux pas répondre pour vous,
Mais voilà mon parcours, donc finance et juridique. La deuxième question, elle a été posée par Sylvia. J'ai viré les poupilles, ceux que ça n'intéresse pas, ils sont partis. Suis-je seul? Et si oui, pourquoi je dis on ou nous? Effectivement, c'est une déformation. Je dis toujours on, nous, parce que je déteste dire moi-je. Je trouve que moi-je, ça fait orgueilleux et c'est une déformation professionnelle. Pour ceux qui travaillent dans l'entreprise, vous savez que si vous arrivez à une réunion en disant moi je pense ça, vous allez vous faire détester par tous vos collègues, surtout ceux qui ont suggéré. Tandis que quand on dit on ou nous, ça sous-entend, c'est indéfini. On est un pronom indéfini. Ça peut dire je, plusieurs ou pas. Ça permet de ne pas être prétentieux. Donc effectivement, je dis on ou nous, pas pour faire croire que c'est une multinationale avec 350 employés, 30 personnes au service client. Les personnes qui me contactent le savent. Quand on m'envoie un mail, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible, et quelquefois ça étonne les gens quand ils m'écrivent à 11h du soir, mais j'y réponds immédiatement et c'est moi qui m'occupe de tout. Donc lorsque vous réservez un coaching, c'est moi qui m'en occupe. Lorsque vous réservez un call pour des questions, c'est moi qui m'en occupe. Lorsque vous envoyez un mail, c'est moi qui m'en occupe. J'ai la chance d'avoir encore le temps de le faire. Honnêtement, il faudrait vraiment que je multiplie par 10 la quantité des membres pour ne plus pouvoir consacrer de temps à ça. Mais bon, ça me fait quelquefois rigoler quand j'entends les gens qui disent « Ouais, j'ai pas le temps. » Ouais, t'as pas le temps, organise-toi mieux, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis « on » ou « nous », c'est une déformation professionnelle et c'est tout simplement parce que je déteste dire « moi, je », tout simplement. La prochaine question, c'est une question qui est posée par Max sur Telegram. Je lui avais posé la question s'il voulait également mon livret de famille et mon casier judiciaire. Pourquoi une LLC? Où est-ce que j'étais résident en 2020? Est-ce que j'ai de l'immobilier? Et dans quel pays se situent mes comptes bancaires? Pourquoi une LLC? Tout simplement, c'est par rapport à mon contrat de travail. Je suis toujours employé, même si je suis, disons, au chômage technique, en quelque sorte, dû au coronavirus. Ça va faire un an fin février. Tout simplement, vu que je suis employé, je n'ai pas le droit d'avoir des fonctions de conseil. Des fonctions de conseil pour des clients en Europe hors d'une facturation à travers mon boss. C'est ce qu'on appelle une clause d'exclusivité. Et donc, j'avais négocié avec mon employeur, tout simplement. Il m'a dit, écoute, tu fais une LLC, on fait un amendement à ton contrat de travail, parce que s'il modifiait mes clauses de contrat de travail, il devait les modifier pour tout le monde. C'est tout simplement pour ça. Où est-ce que je suis résident en 2020 En 2020, j'ai été résident aux Pays-Bas, pays où l'impôt sur le revenu est plus élevé qu'en France. Quelquefois je disais ça et les gens se disaient c'est pas pourquoi il est parti aux Pays-Bas. Je suis parti aux Pays-Bas, idiot, parce que c'était mon travail. Pourquoi tu restes en France? Ouais, parce que c'est ton travail. Avez-vous de l'immobilier? Non, je n'ai pas d'immobilier. L'immobilier, c'est pas qui me fait peur ou qui m'inquiète, c'est juste que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi? Parce que j'ai des membres de ma famille qui sont très très bons en immobilier, notamment en rénovation, et que j'ai l'incapacité d'arriver dans un truc en ruine et de projeter refait. Donc j'ai pas de sens de l'imagination à ce niveau-là. Peut-être que je m'y mettrai à terme, mais il faudra que je me forme comme tout le monde, j'ai pas peur de le dire. Et que c'est un métier à part et que c'est pas aussi simple que certains veulent vous le faire croire. Dans quel pays se situent mes comptes bancaires? Je ne sais pas si ça intéresse énormément les gens, mais bon, j'ai des comptes en France, j'ai des comptes aux Pays-Bas, mes banques, c'est Société Générale et BNP Paribas en France, c'est ABN AMRO, Miss Person aux Pays-Bas, j'ai un compte d'appoint N26, donc c'est un compte allemand, où je ne m'en sers pas pour stocker, je m'en sers juste comme compte relais, quelquefois pour faire des opérations, c'est-à-dire je reçois tout sur mes comptes perso, que je transfère sur N26 par sécurité pour avoir plusieurs cartes de crédit, parce que quand vous êtes à l'étranger et si vous perdez une carte de crédit que vous n'en avez pas une en secours, c'est un peu emmerdant, donc j'ai toujours une carte N26 qui est soit chez moi ou soit dans la boîte à gants de la voiture quand je pars en voiture, si je me fais voler mon portefeuille, mais au moins j'ai une carte pour payer le retour, parce que si vous faites voler votre portefeuille à l'étranger, c'est un peu emmerdant pour continuer. Donc j'ai toujours une carte qui est soit cachée dans la voiture, soit cachée dans un tiroir chez moi, ou quand je pars en voyage ou en déplacement, j'ai une carte bleue qui reste dans la chambre d'hôtel au cas
ou je me fasse piquer mon portefeuille, et c'est une carte N26. Donc voilà, il n'y a pas de... j'espère que Max a répondu à tes questions. Je ne sais pas si ça intéresse les gens, mais bon, j'ai dit que je répondais aux questions, donc j'y réponds. Mon âge, effectivement, il est difficile à déterminer par rapport à ma voix. Je viens de faire 32 ans. Donc voilà, j'ai 32 ans. Je suis un vieux pour certains, un jeune pour d'autres. Âge bancal, l'année prochaine, c'est l'âge du Christ. Donc voilà, j'ai 32 ans. Les formations que j'ai achetées sur Internet et pourquoi, dans le cadre de ma formation, j'ai suivi les formations de Tougan. Alors, les formations que j'ai achetées sur Internet, j'ai acheté des formations chez French Ecom Touch, chez Roman, des formations qui étaient du YouTube Ads, du Facebook Ads. Pour l'instant, je ne les ai pas consommées, mais je les ai achetées. J'ai acheté également une formation chez Tammy Cabage, que je n'ai pas commencé. Donc pendant le Black Friday, il soldait tellement ses produits qu'il fallait être bête pour pas en profiter. Donc je l'ai acheté, je sais plus à quel j'ai acheté, il faudrait que je regarde. Si ça intéresse les gens, je dirais, mais je ne l'ai pas commencé, donc je peux pas dire si elle est qualitative, si elle est intéressante ou pas. Les seules formations que j'ai achetées et que j'ai consommées, ça va être les formations de Tougan. Donc en formation chez Tougan, j'ai RX, Copy Insider, Profil Mimétique, Les secrets de la vente émotion. Je pense que je les ai quasiment toutes, sauf Email Underground. C'est des formations que je trouve excessivement bien structurées, qui apportent énormément de valeur. D'ailleurs, l'idée du tableau blanc iPad, c'est de Tougan que je la tiens. C'est lui qui m'a donné l'application à utiliser et qui m'a donné l'idée. Donc je trouve que c'est vraiment pédagogique d'utiliser le tableau blanc, dont je l'en remercie. Et pourquoi je suis les formations de Tougan par rapport à mon activité, ça c'était la deuxième question de ATN. C'est en fait que toutes les activités, lorsqu'on vend sur Internet, il faut suivre les codes sur Internet. Et il ne faut pas croire on est, et ça Tougan le dit à répétition, hein, que notre marché est différent, qu'il faut faire différemment parce qu'on a une certaine expertise et qu'on n'a pas besoin de faire du marketing, de respecter les codes. Ça, c'est la pire connerie, c'est l'orgueil, et l'orgueil, c'est le pire ennemi en entrepreneuriat. On le voit dans l'Entrepreneur Mind d'ailleurs, sur un cas concret. De croire qu'on n'a pas besoin de faire comme les autres parce qu'on ne veut pas représenter ce que les autres représentent et tout ça, ça c'est votre communication. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas suivre les modèles qui sont faits sur Internet. C'est des modèles de consommation, ça a été éprouvé. Et même, il ne faut pas essayer de réinventer la Lune, il ne faut pas réinventer des systèmes. Il y a des codes sur Internet, il faut comprendre comment ça marche, que vous soyez en fiscalité, que vous vendiez un programme à 1000 euros, 1500 euros ou même à 250 euros, voire même un e-book à 37 euros. Même si ce que vous allez y mettre va être différent, la structure doit être la même et ça doit répondre à des codes. Et au début, j'ignorais ces codes en me disant « Ouais, c'est bon, j'ai l'expertise, j'ai pas besoin de me faire chier comme les autres à faire des panneaux clignotants, urgence et tout ça. » Alors, la réalité, c'est que dans tous les domaines sur Internet, vous êtes soumis aux mêmes codes et il faut les connaître. N'ayant aucun... Je pense qu'en marketing, en école de commerce, je m'étais tapé un 2 ou un 2,5 sur une étude de cas, c'était Club Med. J'avais pris sévère. J'ai jamais brillé en marketing, c'est un truc qui m'a toujours saoulé parce que quand vous le voyez à l'extérieur, vous pensez que c'est du pipeau. Et en fait, non, c'est ultra important. Et ce qui fait que ce qui est ma plus grosse marge de progression sur Internet au jour d'aujourd'hui, c'est d'appliquer les recettes marketing. C'est appliquer ça. Et il n'y a pas d'autre secret. Donc c'est pour ça que je suis les formations, même si on peut croire que pour mon domaine d'activité, c'est pas nécessaire. Mais croire ça serait la plus grosse des erreurs. Il n'y a pas de lien d'affiliation, hein, je vous le dis franchement en toute transparence. Donc voilà les formations que j'ai achetées et voilà pourquoi je suis les formations de Tougan. Elles sont qualitatives et même avec mon activité, je suis sur Internet, je dois appliquer les codes Internet. Pourquoi je ne montre pas mon visage ? C'est la question posée par Art of Dropshipping sur Discord. Je ne montre pas mon visage. Au début, c'était un côté
même au début, même maintenant, c'est un côté opérationnel, c'est un côté professionnel, pardon. C'est-à-dire que si je montre mon visage, dans la branche d'activité, je suis toujours en activité professionnelle, donc effectivement, ça peut être gênant et ça peut me nuire d'un point de vue crédibilité, parce que dans le monde réel, on considère que YouTube, c'est le ramassis des conneries. Que les gens, même s'il y a une grosse montée en gamme sur YouTube et que les gens ne se rendent pas compte de ce potentiel, ça peut poser un problème, ça peut nuire à votre image. Et ensuite, maintenant que je m'y suis habitué, le fait de ne pas montrer son visage vous oblige à être beaucoup plus compétent. C'est bête parce que vous devez vous baser que sur ce que je dis et la valeur que j'apporte, donc je dois vous apporter plus de valeur et je ne peux pas vous endormir avec un visage qui inspirerait la confiance, avec des petites lunettes, un petit polo, une petite coiffure BCBG, fils à papa, qui est tout calme et tout ça. Je vise personne en disant ça, je tiens à le préciser. Mais je dois me concentrer sur la valeur que je vous apporte et en fait, je ne sais pas si aujourd'hui, le fait de montrer mon visage va m'apporter énormément de choses. Peut-être, vous pouvez le mettre en commentaire, je serais curieux. Également, après avoir parlé des vidéos de Théophile Hélier, je me dis que si je montre mon visage, je vais avoir 30% de plus de ventes. Mais après, les produits que je vends vont être associés à cette image. Tandis que le fait des gens qui achètent mes produits, qui suivent mes vidéos sur YouTube, c'est des gens qui viennent pour une information précise, pour une compétence. Ils viennent pas pour voir du marketing, ils viennent pour avoir de l'information, ils viennent pour savoir comment cela fonctionne. Donc en réalité, ce qu'ils veulent, c'est l'information. Après, je comprends que d'un point de vue Internet, il faut donner l'impression qu'on va être potes, que tu peux m'appeler si tu es malheureux. Et que c'est dur de s'attacher à une personne sans connaître son visage. Mais je suis pas un site de rencontre, je suis pas là pour vous faire croire qu'on sera potes. Je suis là pour vous apporter de la valeur, je suis là pour vous assister pour développer votre business. Et à partir de là, est-ce que le fait de voir mon visage ou non change quelque chose ? Tous les gens qui ont suivi le programme, tous les gens qui ont suivi les programmes, on doit être à plus de 250 membres. Je ne montre pas mon visage dans les programmes. Il y a quelques membres qui connaissent mon visage et qui sont toujours étonnés. Mais cependant, c'est surtout pour apporter, ça vous oblige à apporter plus de valeur et à mettre vraiment le focus sur l'information que vous apportez. Et la preuve est que les gens qui viennent sur cette chaîne, ils saluent tous dans les commentaires les informations qu'on apporte. On a souvent les commentaires, cette chaîne nécessiterait plus de vues. Pourquoi ? Parce qu'on se concentre sur ce qu'on va vous dire. On ne va pas se concentrer sur le background, on ne va pas se concentrer sur les beaux immeubles derrière, le beau soleil qui va vous donner une envie de voyager. Et en fait, en réalité, vous vous concentrez que sur ce qu'il y a en fond et pas sur ce qui est dit. Donc, on mettra une expérience qui est très intéressante que j'ai vue récemment sur YouTube et je la partagerai avec vous, et d'où l'importance d'être focus sur l'information. J'ai eu la question de Filoutier, dans quoi je dépense mon argent. Alors, je suis quelqu'un de relativement simple. Je vais pas dire simple par je bois l'eau du robinet, je récupère l'eau des pattes pour faire ma douche. Non, je suis quelqu'un de relativement simple dans le sens où j'ai pas besoin de grand chose pour être heureux. J'ai besoin de mes amis, j'ai besoin d'une bonne bouffe, j'ai besoin d'une bonne bouteille de vin, j'ai besoin d'un bon whisky. J'aime les bonnes choses de la vie, j'adore bouffer. Je suis pas obèse, mais j'adore cuisiner par exemple pendant 3 heures pour me faire un truc et bouffer pendant 20 minutes et moins frais. Je suis un amoureux de la bonne chair, je dirais un vrai épicurien. C'est-à-dire j'aime les voitures, mais je n'ai pas besoin d'acheter une Ferrari. Mais si j'achète une Ferrari, ça va être pour le plaisir que ça va être de la conduire. Ça ne va pas être d'aller me garer devant le bar et siffler les nanas avec. C'est vraiment le plaisir. Et le plaisir, je le trouve dans de la bonne bouffe, une bonne côte de bœuf, une bonne assiette de rognons. Les gens le savent quand j'échange avec eux. Quelquefois, ils me disent de quelle ville ils viennent. Et je leur dis, mais va manger dans ce restaurant. Et juste y penser, ça me donne
ça me donne faim alors que j'enregistre cette vidéo à 4h de l'après-midi. Donc voilà, dans quoi je dépense mon argent? Dans mes amis, c'est très important. Dans les plaisirs de la vie, les plaisirs les plus simples, un bon resto avec des amis, ça n'a pas de prix. Dans de la bonne bouffe, je regarde pas, ça me dérange pas de dépenser 200 balles pour faire une bonne bouteille de vin, un bon fromage avec une bonne baguette, ça me dérange pas du tout. Tandis que ça me fait chier d'aller dépenser 200 € dans une bouteille de vodka dans une boîte de nuit. Voilà, c'est ça que je dis. J'ai beaucoup plus de facilité à les dépenser dans des bons trucs où je regarde pas, où ça n'a pas d'importance. Ça m'arrivait quelquefois de me faire des apéros à 150 balles. C'était complètement ridicule, mais il fallait que je prenne de tout et tout ça. Mais j'aime la bouffe et je ne regarde pas quand il s'agit de boire du bon vin, quand il s'agit de manger un bon fromage, qu'il s'agit de manger une bonne côte de bœuf, une bonne pâtisserie. C'est des petits trucs. Voilà, c'est dans ça que je dépense mon argent principalement. Principalement, c'est dans ça que je dépense mon argent. J'ai pas besoin d'aller louer une Ferrari pour aller faire le kéké et des stories Instagram. Sur Instagram d'ailleurs, vous regardez mon Instagram, c'est que de la bouffe et de l'alcool. Donc limite, vous vous abonnez, vous chopez une cirrhose 3 mois après, quoi. Mais c'est les choses importantes, les amis, la bouffe et les bons moments, les expériences, c'est le plus important. Quelles sont mes passions? Mes passions, j'aime beaucoup les voitures. Je suis un passionné automobile. Pas dans ce que la voiture représente, mais dans ce que la voiture va apporter d'un point de vue plaisir. C'est-à-dire que je peux avoir un plaisir d'aller rouler pendant 2 heures juste pour me vider l'esprit. Passion, ça viendra sur une question complémentaire. Les passions, après, je suis un fan de, ça peut paraître ridicule et vieux jeu, je suis un fan de stratégie navale de la Seconde Guerre mondiale, des grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, ce parti d'échecs où il y avait vraiment une très grosse stratégie, les stratégies militaires et tout. J'ai toujours été très intéressé. La lecture, en lecture, je suis plus biographie. C'est-à-dire j'adore lire les histoires des personnes qui ont réussi que lire un Harry Potter par exemple. Quoi d'autre et passer aller au restaurant, faire la fête et s'amuser. Voilà mes passions, c'est simple, efficace et pas cher, c'est la MAF que je préfère. Est-ce que je me suis déjà retrouvé devant un tribunal? La question posée par Arcadian sur Discord. Ce sera la manière de conclure cette première partie. Je me suis retrouvé à plusieurs reprises devant un tribunal. Je m'y suis retrouvé dans les deux cas, c'est-à-dire c'était dans une affaire où on défendait les intérêts d'une société qu'on avait rachetée et qu'il fallait gagner le tribunal pour d'ailleurs un problème de TVA. C'était en 2017-2018. On a gagné à 98%. Une superbe affaire. Et je me suis retrouvé au tribunal en tant que prévenu. Oui, alors, quasi judiciaire vierge, je tiens à le préciser. Je me suis retrouvé au tribunal pour un vice que j'ai, c'est que j'ai énormément de mal avec les limitations de vitesse. Donc je suis passé plusieurs fois au tribunal pour des petits, des moyens et des grands, voire des très grands excès de vitesse. Alors j'ai eu la chance, j'ai toujours été victime d'erreurs judiciaires, parce que j'ai toujours mes 12 points sur le permis, on m'a jamais retiré le permis, il y avait toujours une erreur, le radar qui marchait mal, ce genre de choses, hein. J'ai eu de la chance, on va dire. En réalité, c'est que c'est les joies du droit, c'est que quelquefois, même quand vous avez fait quelque chose, vous pouvez compter sur l'incompétence d'une personne pour vous en sortir, c'est pas bien, c'est un pouce au crime. Ça donne un sentiment d'impunité et il y a un jour où la roue tourne et que ça fait très mal. Et c'est pour ça également que quelquefois dans des coachings, je fais le parallèle avec des gens qui ont l'habitude de ne pas respecter les règles et qui en fait ne se mettront jamais à respecter les règles jusqu'à ce qu'ils se prennent une grosse claque dans la gueule. Je fais le parallèle avec moi, je respecte les règles sur le business, mais d'un point de vue par exemple routier, je vais avoir besoin qu'on me retire le permis, me retrouver 6 mois comme un con à pied au bord de la route
pour comprendre la leçon et pour comprendre le fait de respecter les limitations sur... attention, hein, je ne suis pas un chauffard qui va traverser les Champs-Élysées à 200 km/h. Non, non, c'est uniquement sur autoroute où j'ai du mal. Bah, c'est pas que j'ai du mal. Les seules fois où je suis à 130 sur autoroute, c'est quand il y a un radar fixe, quoi. Ou quand il y a un flic. Mais voilà, c'est un vice qui m'a conduit plusieurs fois au tribunal. J'en suis toujours sorti sans rien. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Toujours eu de la chance de tomber sur des juges comme quoi on pense que la justice est biaisée, mais il faut y croire. La justice est le plus grand égalisateur au monde. Que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, bien évidemment, ça peut changer d'un point de vue avocat, mais la décision sera prise plus ou moins la même. Et donc c'est un super égalisateur et il ne faut pas croire qu'elle est biaisée et on a gagné contre l'État français alors qu'on avait déjà payé tout ça dans un contrôle fiscal également. Pourquoi ? Parce que on peut faire confiance aux juges pour juger une affaire. Donc même si ça prend du temps, même si ça fait peur à certaines personnes, moi ça a été une leçon, j'avais toujours l'impression que c'était perdu d'avance. Et en réalité, non. C'est un bel aspect de notre démocratie en réalité. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, on ne le dit pas souvent. Mais quelquefois, on peut se rendre compte que quand on pensait perdre, qu'on peut gagner, qu'on pensait qu'on n'avait aucune chance et tomber sur un jugement d'une grande neutralité, d'une excellente analyse. Et ça fait un effet qui est très difficile à décrire. Il y a un sentiment de jouissance. Attention, ne déformez pas les mots sur Internet. Hein, on va éviter de faire ça. Quand vous recevez une décision et que ça va dans le sens que vous voulez, notamment, moi c'était pour des excès de vitesse, donc je recevais comme quoi, c'est 13 pages sur chacun des points que vous relevez, et en fait il faut aller à la page en bas, la toute dernière page, et quand vous voyez relaxer, c'est indescriptible. C'est indescriptible, et même si ça vous arrive plusieurs fois, il y a toujours ce sentiment de surprise, et il faut faire confiance à la justice. Il faut faire confiance à la justice. Les gens qui vous disent que il faut pas faire confiance, que c'est biaisé et tout ça, bon, il faut arrêter les théories du complot et croire que la Terre est plate, quoi. Il y a des très grands magistrats qui font preuve d'une impartialité énorme. Est-ce que je dirais que c'est plus la majorité que la minorité, et que comme dans tout problème, partout, mais n'importe quel souci que vous prenez, c'est le problème des minorités visibles. C'est le problème des minorités visibles, ça va être une minorité, et vous allez remarquer que ça, et vous allez considérer que la majorité est pareille, alors qu'en réalité c'est que la minorité, et on met le focus tout le temps sur la minorité. Ça va sur tous les exemples, on va vous dire tous les flics, ils matraquent les manifestants. Non, c'est une minorité. Et on voit que cette minorité. Donc il ne faut pas se fier à ça. Je ne sais pas s'il y aura des gens qui seront restés jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas préparé les réponses, je veux que ça soit sincère et... je ne vais pas dire que ça sort du cœur, je ne vais pas vous jouer du violon non plus. Mais ne vous concentrez pas sur des détails en pensant que c'est le phénomène principal. J'en ai fini avec cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ne sais pas comment vous allez prendre cette vidéo. Il y en a certains peut-être qui m'insulteront. J'aurai peut-être la Ligue de défense du droit routier qui va m'insulter, qui va dire que je suis responsable des 3000 morts par an en France. Comment elle s'appelle, la folasse Chantal Perrichon. Ah, elle, c'est une extrémiste. Hein. Ouh là là. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais jamais quand vous aurez vu cette vidéo et j'espère que ça répond à certaines questions que vous puissiez avoir. Ciao, ciao!